avec une célébrité, est-ce la même chose que vivre avec un inconnu? C'est la question que pose aujourd'hui toute une histoire. Karine est l'épouse d'Yves Régnier depuis 16 ans, pourtant leur rencontre a été des plus rocambolesques. Je lui dis, demandez à ma fille mon numéro de téléphone. Elle s'est trompée, elle a demandé mon numéro de téléphone à ma petite copine. Quelle histoire? L'autre, elle faisait un peu la gueule, mais bon, je lui ai expliqué. Babette a été pendant 2 ans la compagne de Johnny Hallyday. C'est en un clin d'œil que sa vie a basculé. Le téléphone a sonné, on m'a dit « Johnny te cherche partout ». On vous a bien cherché, on vous a bien trouvé là. Ah, carrément bien trouvé. J'ai pas eu le temps d'aller chercher ma valise qu'il l'avait déjà pris et puis m'emmener dans la voiture. Et je savais pas où j'allais. Depuis l'âge de 14 ans, Stéphanie vibre pour Richard Virenque. Avec lui, elle a connu la gloire, mais aussi la descente aux enfers, lorsque le scandale l'a éclaboussée. Après tout ce qu'on a traversé, la moindre victoire, c'était une revanche, quoi. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir, bienvenue dans toute une histoire. Merci pour nos invités, merci pour le public. Imaginez, il est 7h du matin, vous êtes en plein rêve et soudain une voix vous annonce par téléphone que Johnny Hallyday veut vous voir. Maintenant, tout de suite, il vient de quitter Sylvie et la femme, la seule qu'il a envie de prendre dans ses bras, c'est vous. À peine êtes-vous monté dans sa limousine que vous faites déjà la une de tous les journaux. Vous êtes la nouvelle femme de Johnny, la plus grande star de France, pour ne pas dire la seule star de France, Johnny Hallyday. Vous pensez que c'est un rêve? Eh bien non. Elisabeth l'a vécu pour de vrai. Elisabeth, on vous appelle aussi Babette, vous êtes notre invitée aujourd'hui. Bienvenue parmi nous. Vous êtes accompagnée de Yves Régnier et de sa femme Karine, que je salue également. Yves qui est aussi un grand copain de Johnny par ailleurs. Également, Madame Villeray, Irina Tarasov-Villeray est avec nous également aujourd'hui. Vous avez partagé la vie de Jacques pendant 20 ans. Le con, disait Jacques Weber, le plus touchant et le plus intelligent de France. À vos côtés également, Fanfan. Fanfan Bachelet, vous avez été pendant les dernières années de sa vie la femme de Pierre Bachelet, que de rebondissements d'ailleurs dans votre vie, puisqu'avant de vous épouser, il a été le mari de votre propre sœur. 2 grandes stars sont avec nous, Madame et Monsieur Virenque sont également avec nous sur ce plateau. Et puis je vous demande de saluer aussi Jill, l'épouse de Marc Serron, qui est avec nous, et tous nos invités qui sont ici. Vous l'avez compris, tous mes invités ou toutes mes invitées ont pour point commun d'être ou d'avoir été des femmes de stars. Derrière chaque grand homme, il y a une femme, dit le proverbe. Qui sont ces femmes? Comment s'épanouissent-elles à l'ombre de ces baobabs? Quel rôle jouent-elles dans la carrière de leurs maris respectifs? On va voir que chacune a son histoire. On va commencer avec celle que je connais le mieux, sans doute, celle de d'Yves et de sa femme. Comment vous présentez votre femme? Qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Elle est chef d'entreprise. Par rapport à vous, en termes de responsabilité, de caractère, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle est chef. Chef de quoi, dans votre couple? Elle dirige. Elle porte la culotte, comme on dit? Oui, elle porte la culotte. Elle s'occupe de l'intendance, des finances. Moi, je suis l'artiste. Vous acceptez cette répartition des rôles? Parce que c'est pas le plus beau rôle non plus. Hein. C'est un peu caricatural. Oui, j'imagine. Enfin, caricatural, non. Quand on a fait construire la maison, c'est elle qui s'est occupée de tout, des plans, de tout. Moi, je suis venu, j'ai posé mes vêtements et puis... Et même du déménagement, parce qu'il est parti à Tahiti quand il a entendu que le déménagement se refilait. Pas mal, non, je veux dire, ça c'est un côté vraiment très agréable. Je suis très paresseux, je déteste ce genre de responsabilité. Vous n'avez pas les mêmes caractères. Vous avez plein de projets, vous aimez en parler, etc. Alors que Yves ne parle pas de ses projets. Yves parle de ses projets une fois qu'ils sont terminés, une fois qu'ils sont présentés au grand public, etc. Comment vous parvenez à vous entendre tous les deux? Moi, ma femme me reproche de ne pas parler. C'est-à-dire que je dis pas parce que ça sert strictement à rien de dire je fais ça, je vais faire ça, et puis de ne pas le faire. Donc j'attends que ça soit fait, quoi. Richard, vous parlez de vos projets avec votre femme? Vous parliez de vos projets avec votre femme? En disant, cette année, ça va être le maillot à pois, cette année, ça va être le jaune, cette année, ça va être le vert, cette année, ça va être le... Oui, mais on était tellement, je dirais, la vie d'un sportif, c'est à 100% pour le sport. Donc, que ce soit les stages, que ce soit les sacrifices. Dans le vélo, en tout cas, il y a des sacrifices 11 mois sur 12. Donc, nos vacances étaient calées et ensuite, tout le reste du temps, nos projets, moi, c'était ma saison. Bon, maintenant, j'ai arrêté depuis 2 bonnes années. Mais sinon, en carrière, c'était ma saison. Et quand la saison était finie, on avait quelques projets. Mais Combien de saisons vous avez partagé ensemble? Toutes 14. 14 saisons? Ouais. Non, parce que vous dites la vie d'un sportif. Non, moi, j'ai la vie d'un sportif. Vous avez la vie d'un champion. C'est tout à fait différent, n'est-ce pas?
D'être avec un grand champion qui est adulé et populaire, c'est quelque chose de fort. Ah oui, c'est très fort. C'est un peu dur à gérer au début, mais après on s'y fait. Justement, pour la première partie de cette émission, je voudrais savoir comment on devient une femme de star. Ça m'intéresse énormément dans la vie. J'aimerais beaucoup devenir la femme d'une star. Où nos invités ont-elles déniché leur star de mari? On va en parler. Où est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux? Je dirais tout naturellement dans un jacuzzi. Ah bah, bien sûr. C'est tellement naturel. Un jacuzzi qui était... C'est un club de sport. Hein. Bon, il y avait un jacuzzi, on faisait chacun du sport dans ce club. On se connaît depuis longtemps, Yves, mais je ne vous connais pas très bien pour autant. Je crois que peu de gens vous connaissent vraiment profondément. Vous avez sans doute quelques amis très très proches, mais vous êtes quelqu'un d'assez timide. Quand vous êtes face à une femme qui vous plaît, comment vous réagissez? Là, en l'occurrence, dans le jacuzzi, comment vous avez montré qu'elle vous plaisait? Alors là, si vous voulez, donc je suis dans ce jacuzzi tout seul. Il n'y a personne avec moi. Je suis dans le jacuzzi. Et le jacuzzi est en bordure d'une piscine qui est assez grande, donc je n'aimerais pas le club, vous devez le connaître. Sur les quais à Paris? Oui, tout à fait. Et donc, je vois dans cette piscine une jeune femme blonde, avec des yeux très très bleus quand elle fait les demi-tours, et qui fait des allers-retours comme ça, sans s'arrêter. Et donc je me dis, tiens, on dirait une nageuse de l'Est quand même. Parce que... Oui, mais bon, des épaules bien charpentées, et vraiment... belle plante. Oui, belle plante. Et je vois cette femme qui est absolument pas du tout essoufflée, quoi, qui fait des piscines et des piscines et des piscines. Et alors, à un moment donné, hop, elle sort de l'eau, et donc je dis, tiens, bien gaulée quand même et tout. Et elle arrive vers le jacuzzi. Voilà. J'étais dedans. Et alors, elle met un pied comme ça, parce qu'elle est assez craintive comme femme. Donc, elle met un pied dans l'eau. Je ne sais pas ce qu'elle essayait de tâter. Et, craintive vous réservez, comme toutes les femmes de l'Est. Enfin, Non, bon, c'est pas ça, c'est- parce qu'elle Je me méfie toujours des jacuzzis. Elle se méfie des jacuzzis parce qu'elle dit qu'il y a beaucoup de microbes et tout ça. Et donc, je sens cette crainte et je lui dis, rassurez-vous, le gars est venu, il a fait ses analyses, tout va bien, j'ai juste pissé dedans. Ça vous a fait rire? Ça vous a fait rire? Pas vraiment. Et donc elle est rentrée dans le jacuzzi, s'est mise à côté de moi, elle discute un petit peu. Et au bout d'une demi-heure ou 10 minutes, je lui dis, écoutez, ça me ferait plaisir si on pourrait se revoir. Demandez à ma fille mon numéro de téléphone. Elle va vous le donner, elle est au vestiaire. Et je dis, c'est petite châtain, elle a dans les 16-17 ans. Bon, très bien. Elle est partie au vestiaire et ma fille était avec ma maîtresse qui était sa copine, qui avait 18 ans. Et donc elle s'est trompée, elle a demandé mon numéro de téléphone à ma petite copine. Quelle histoire? Oui, ça démarre bien. Donc. Normalement, ça va pas loin quand ça commence comme ça. Incroyable. Ça démarre très très fort. Voilà. Et vous l'aviez reconnu? Alors, dans le jacuzzi, au départ, non, parce que quand on a les cheveux mouillés, que ça bouillonne tout autour... Malgré ses yeux bleus à lui aussi. Hein. Voilà, mais je devais être focalisée sur l'état du jacuzzi. Donc, en fait, je suis rentrée dans l'eau. Et en fait, il me semble que c'est au bout de quelques instants, au son de sa voix. Je me suis dit, mais je connais cette voix. Voilà, je C'est connais une cette voix voix. connue. Ah ouais. Voilà. Avec Et, quelle voix en plus ça? Exactement. Et après, effectivement, j'ai... Ça vous attirait, le fait que Yves soit le personnage qu'on connaissait déjà? Oui, enfin moi je travaille dans un milieu où effectivement je côtoie pas mal de gens qui ont une certaine notoriété, donc c'était pas forcément quelque chose de... C'était sexuel, nous, au départ. Vous n'avez pas été refroidi par le pipi, vous n'avez pas été refroidi par la fille de 17 ans. Non mais Par sa- parce son- que j'avais une naïveté aussi qui à un moment donné m'empêchait d'imaginer que ça pouvait être quelqu'un d'autre que sa fille, quoi. Donc et en fait j'ai découvert plus tard que c'était pas sa fille. Elle vous a donné son numéro de téléphone? Mais en fait ensuite c'est sa fille qui est intervenue et qui me l'a donné effectivement. Mais moi j'étais Devant votre maîtresse? Ah, l'autre, elle faisait un peu la gueule, mais bon, je vais expliquer que... C'était pas le grand amour, c'était... Non, d'accord. Ça a été un petit peu compliqué au début, si j'ai bien compris en préparant cette émission. Yves était donc très connu à l'époque, et puis votre situation sentimentale, donc là on l'a compris à l'instant, n'était pas extrêmement claire. Et vous avez commencé assez fort, si j'ai bien compris, puisque vous l'avez posé, mais un bon petit lapin, hein, mais pas un lapin de Garenne, un Big Bugs Bunny. Là, ouais. Dans quelles circonstances? Ouais, ah bah, si vous voulez, moi, C'était après le dîner?
Ah non, oui. Donc c'était une semaine plus tard, ou 10 jours ou 15 jours plus tard. Et moi, le problème, si vous voulez, c'est que je finissais une histoire qui n'en finissait plus. J'aime pas les histoires d'amour qui s'arrêtent pas, quoi, qui finissent pas. J'aime bien quand c'est... Et là, vous n'arrivez pas à la boucler, celle-là. Et celle-là n'était pas terminée, n'était pas bien terminée, ça se passait pas bien, quoi. Et donc, Karine, je vais la voir et je lui dis, écoute, voilà, si on partait à Saint-Martin, ça serait bien, quoi. Alors, elle me dit oui. Alors, je dis, bon, bah, on va partir samedi, je prends les places, je m'occupe du truc et tout. Elle me dit, tu déconnes pas parce que mon bureau et tout. Non, t'inquiète pas, tout ça. Et puis, le vendredi, je dors chez elle. On était voisins, hein, on était Montmartre 3 tous les deux. Et le samedi matin, à midi, je dis, bon, bah, je vais faire mes valises et tout. Et je passerai te chercher vers 2h, 2h30, d'accord, très bien. Alors, j'étais chez moi, le téléphone sonne et mon ex... futur ex m'appelle et me dit qu'est-ce que tu fais? Alors je dis ben là je prépare mes bagages, je m'en vais à Saint-Martin. Elle me dit je pars avec toi. Et donc là je sais pas pourquoi j'ai pas réagi, quoi. Pas de manque de courage, ça nous arrive à un certain moment de la vie. Bien sûr, quoi, un homme faible. Un homme faible, lâche et tout ça, donc je suis parti avec l'autre. Comment vous l'avez appris, ça? En toute simplicité, comme ça. Ouais. En fait, je ne l'ai pas appris. Et, Non. Vous l'avez attendu? C'est-à-dire que je l'ai attendu. Il n'est pas venu. Et moi, je suis quelqu'un d'assez basique. C'est-à-dire qu'en gros, on me dit, ben, je passe dans 2 heures. J'imagine qu'effectivement... ah, moi aussi, quand on me dit je passe dans 2 heures, j'attends 2 heures après. Bêtement, voilà. Surtout quand il y a un voyage à la clé, qu'il est prévu, que je suis organisée. Et en fait, le temps passant, à un moment donné, j'ai dû essayer de l'appeler. Et j'ai pas réussi à le joindre. Et ensuite, quand j'y suis parvenue, je crois qu'il a dû m'inventer une histoire hallucinante, comme quoi, tout à coup, il avait dû voler au chevet de son ex-femme, qui se retrouvait à l'hôpital, enfin... Ah, l'hôpital en plus, mais on n'était pas très loin de la réalité, non, c'était la réalité arrangée. Non, d'une ex-femme. Non, là, on parlait... Pas d'une ex en cours. De la mère de sa fille, voilà. D'accord, ah oui. D'une histoire ancienne. Ouais, j'étais pas très fier, mais bon... Quand ça commence comme ça, comment ça peut continuer bien, comme vous l'êtes aujourd'hui? Là, ça s'est arrêté, mais comment ça a repris? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez pu construire sur des bonnes bases et que vous êtes encore ensemble, plus de 10 ans après? 16 ans. 16? Je l'ai pas vu pendant 2 ans. Ah oui? Ouais. Il a ramé pour revenir? De Saint-Martin, il est revenu? Comment ça s'est passé? Non. Mais non, moi j'ai pas rappelé parce que quand j'ai compris la gravité de ma faute, je me suis dit il vaut mieux ne pas rappeler. Donc j'ai pas rappelé et c'est Karine qui m'a rappelé au mois de janvier en me disant je voudrais quand même savoir la réalité des faits, ce qui s'est passé parce que j'avais une espèce de frustration. À quel point tu es une ordure finie. Et donc là je lui ai dit la vérité, quoi. Je lui ai dit que j'étais parti avec. Au dernier moment. Voilà, ouais. Et voilà, et donc... Parenthèse, comment ça s'est passé à Saint-Martin avec... Très mal. Très mal, ouais. Ça, c'est bien fait. Si je veux permettre. Très mal, d'ailleurs, ça a été la fin du truc. Ouais. Mais bon, il fallait que l'histoire se termine. Peut-être qu'il fallait cette fin-là. Que ça se termine comme ça, et puis voilà, et puis après c'est pour mon anniversaire, elle s'est pointée... Enfin, je l'ai invitée, et je lui ai dit, tu peux venir avec ton petit ami. Bon, je lui ai dit, bon, elle doit avoir un mec, elle peut venir... Vous faisiez venir vos ex-petites amies, vous? Ah oui, j'en avais plein pour mon anniversaire. Ah non, à son anniversaire, il y avait une table avec toutes ses anciennes femmes. Il y en avait combien? Table, un certain nombre, et donc il y avait la table des ex, quoi. Donc, et c'était... ça se passait très bien, tout le monde cohabitait. Ouais, c'est sympa. Je suis très polygame, moi. Je suis très pour la polygamie. Pas polygamie en même temps, pas polygame en... Ah là, plus maintenant, mais bon, à l'époque, ouais. J'aime cette sincérité, Yves, qui vous caractérise, qui fait une partie de votre charme. You see what you see is what you get, comme les Américains. Ouais. Ce que tu vois, c'est ce que tu as pour de bon. You pay cash. Cash. On va regarder cette histoire qui n'a pas été simple au départ, mais qui depuis 16 ans vit bien. Depuis maintenant plus de 10 ans, vous êtes mariés. 11 ans, c'était important ce mariage? Ah oui. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, 5 ans après votre rencontre? Ça représentait la concrétisation, en fait, d'une rencontre, le début de la construction. Et la fin de la polygamie? Par la force des choses. Chacun, en tout cas de vos forts caractères, fait tout pour que l'autre trouve sa place. Regardons. Bob, j'ai une idée fantastique. Tant pis, dis-la quand même. C'est dans la fouille. Demain matin, on se beurre des tartines à Caracas.
Depuis les années 60, Yves Régnier est un visage familier de la télévision française. Remarqué à ses débuts pour ses rôles dans les téléfilms Belphégor et Les Globetrotters, c'est en 1975 que sa carrière prend un nouveau tournant quand il incarne le commissaire Moulin. Yves Régnier a beaucoup joué de son image de séducteur et s'est affiché au bras de très belles femmes, comme l'actrice Goldie Hawn, pour laquelle il s'est même essayé à une carrière de chanteur-crooner. Comment t'as deviné? Goldie, on parle bien du même acteur. Oh, Eve, you gotta understand. I understand. Mais ça donne à rafraîchir. Je vais aller dans la cuisine me chercher une petite mousse. Depuis 1991, Yves le séducteur a enfin trouvé en Karine celle qui lui a donné envie de se poser. Elle est devenue sa femme il y a 11 ans. Est-ce que vous avez posé vos règles dans sa nouvelle façon de faire fonctionner le couple par rapport à cette polygamie passée, par exemple? Est-ce que vous avez mis les choses sur la table avec lui? Moi, je dirais que ça allait de soi. Il n'y avait pas nécessité véritablement d'instaurer des règles. Evelyne Sarah Schreier, qui est psychologue et qui nous accompagne dans toutes nos émissions Où êtes-vous, Evelyne, consacrées au people, comme on dit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être totalement soi-même, alors là je me mets dans la peau de Karine et toutes celles qui sont derrière moi, face à quelqu'un de célèbre dès les premiers contacts? Ou est-ce qu'on se sent obligé un petit peu de composer un rôle, de prendre des précautions? Je pense que la plupart prennent des précautions. Effectivement, ça dépend de la personnalité de la personne qui rencontre justement une star. Mais c'est vrai que les stars, ils font rêver. Ils ont du glamour, ils ont du succès, ils ont de l'argent. Ils sont dans tous les magazines des people. On leur attribue des qualités absolument extraordinaires. Donc, ils sont différents de la personne qui les perçoit, qui les regarde. Et donc, ils se sentent intimidés. Stéphanie, vous, la question d'être intimidée ou non, elle s'est pas posée parce que vous étiez bien jeune quand vous avez rencontré Richard pour la première fois. Donc Richard avait 21 ans. Vous aviez quel âge, vous? 14 ans et demi. 14 ans et demi. Qu'est-ce que vous saviez de l'amour à 14 ans et demi pour un grand garçon de 21 comme ça? Pas grand-chose. Bon, ce qui est un peu différent, c'est que moi, je l'ai rencontré, il n'était pas célèbre encore. Donc on a un peu vécu ça ensemble. C'était la graine de champion? Quand on s'est rencontrés, le soir, on discute et je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Il me dit, je fais du vélo. Donc j'ai dit, c'est pas trop un métier de faire du vélo. Et puis en fait, après, en discutant, j'ai compris qu'il avait signé un contrat. Il était encore amateur. Il avait signé un contrat pour passer professionnel. Donc je connaissais rien du tout. À 14-15 ans? Ah non, mais en plus, je connaissais rien du tout au vélo. Elisabeth, quand l'immense Johnny est venu vers vous, il venait de se séparer donc, de sa femme. C'était le grand couple mythique avec Sylvie Vartan, qui était elle-même au firmament de sa gloire, le couple star. Comment le phénomène Johnny vous a-t-il fait savoir que vous l'intéressiez? C'est-à-dire qu'au départ, on s'était rencontrés à un dîner, c'était fait tout simplement. Puis moi, je vaquais à mes occupations puisque je voyageais beaucoup, j'étais mannequin à cette époque. Et ça s'est fait tout naturellement du monde, dans le sens où un matin, avant d'aller travailler, le téléphone a sonné, on m'a dit « Johnny te cherche partout ». Mais qui a dit ça? Quelqu'un, visiblement un ami à lui, qui cherchait partout. Visiblement, on avait appelé chez moi plusieurs fois, ça ne répondait pas. Et puis là, on s'est demandé « mais où est-elle » Où est-ce qu'on vous a trouvé? On m'a trouvé à Nice, je faisais un calendrier pour les Japonais. On vous a bien cherché, on vous a bien trouvé, là. Carrément bien trouvé. Je peux pas, quand Johnny veut, il peut. Voilà. Attention, ouais. C'est Johnny Hallyday. C'est Johnny Hallyday. C'est le plus grand. Exactement. Donc il m'a trouvé et puis il voulait absolument que je rentre sur Paris ce jour-là. C'était pas possible. Je dis, je n'ai pas fini de travailler, donc ça ne pourra attendre la semaine prochaine. Ah non, il faut que tu arrives tout de suite. Je dis, c'est pas possible. Donc comme il devait enregistrer un album en Angleterre, ça ne pouvait pas attendre. Mais moi, en même temps, j'avais un contrat et je ne pouvais pas les planter. Donc j'ai dit, ça attendra. Et puis, quand je suis rentrée à Paris, écoutez, un copain est venu, ou je ne sais pas qui c'était, son secrétaire, je crois. Je n'avais pas eu le temps d'aller chercher ma valise, qu'il l'avait déjà pris, et puis m'emmener dans la voiture. Et je ne savais pas où j'allais. Ça, c'est le chevalier. Il vous veut, il vient vous chercher à cheval. Imaginez, je veux dire, quand on a mon âge, j'avais 19 ans ou 20 ans à l'époque. Et vous avez craqué?
J'ai craqué, je me suis demandé quand même pourquoi autant de persévérance. Je me suis dit, il doit vraiment avoir quelque chose d'important à me dire parce que ça fait quand même quelques temps qu'il me cherche. J'imagine que c'est grave. Vous étiez étonné, vous étiez flatté, vous étiez émoustillé Non, j'étais rien du tout. Ah bon? Et vous êtes venu quand même? Oui, parce que je vais vous dire, Curieusement, Johnny est quelqu'un pour qui j'ai une immense affection et un immense respect, mais j'ai toujours considéré Johnny comme une personne, un être humain d'abord, avant que ce soit Johnny Hallyday, avec tout ce que ça pouvait comporter. Donc quand je suis partie avec Johnny, je suis partie avec mon copain, même si ça peut être complètement... Pourtant, vous ne le connaissiez pas très bien. Non, mais j'avais l'impression, et lui pareil, qu'on se connaissait depuis très longtemps. Et vous êtes devenu peu à peu sa petite amie, ça s'est fait vite? Ça s'est fait vite. Avec Johnny, ça traîne pas beaucoup. Hein. En général. Entre Johnny et vous, en tout cas, on peut parler que de ce que vous connaissez, quoi. Exactement. D'accord. Est-ce que vous réalisiez que vous étiez en train de devenir la petite amie de la plus grande star du pays? Pas du tout. Parce que je suis d'abord quelqu'un de très réservé, donc j'aime pas profiter d'une situation. Et Johnny, je préférais me mettre à l'ombre parce que j'aimais pas ce côté médiatique, qui sait, d'où vient-elle. Pourtant, il y a eu des couvertures, on en a vu quelques-unes. Non, mais ça, c'est les couvertures du mariage, je pense que vous avez. Parce qu'il y a eu les fiançailles, il y a eu le mariage. Voilà, ça, c'est le mariage. En fait, vous avez vécu 2 ans ensemble avant de vous marier, et 2 mois seulement après le mariage. Ouais. Quels ont été les meilleurs moments avec lui, pour vous? Les meilleurs moments avec lui ont été au début, quand on partageait notre vie, on était tout le temps ensemble, comme un couple, je veux dire, amoureux, qui m'accompagnait à l'aéroport lorsque je partais ou à la gare. Ce jour-là, d'ailleurs, il y avait eu une émeute. C'est la première fois vous accompagnait à la gare? Il m'a amené à la gare de Lyon. Je peux vous dire que ce jour-là, je crois qu'il s'en souviendra toute sa vie, parce qu'il n'avait jamais été à la gare de Lyon. Donc, m'amener au train, ça avait été vraiment une sacrée soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Une émeute. Vous imaginez Johnny en train de m'amener au train. Une vraie émeute? C'est-à-dire? Oui, c'est Johnny Hallyday. Non, c'est pas lui. Il n'est pas à la gare, tu rigoles. Si, c'est lui. Comment il a réagi? Il était très sympa. Il s'est assis, puis il a commencé à signer des autographes à tout le monde. On applaudit Johnny, à qui on pense très fort aujourd'hui. Quel homme! Après le mariage, donc après cette médiatisation et tous ces journaux, est-ce que vous avez l'impression de déclencher des jalousies autour de vous? Des rivalités, des... Peut-être par les femmes, oui, peut-être par les filles, mais moi j'avais ma vie, donc j'étais pas derrière à savoir ce qui se passait. Peut-être que Johnny avait la sienne aussi, mais bon, je cherchais pas à savoir. Bon, et puis, quand les médias vous annoncent qu'il est avec un tel la veille alors que vous êtes parti travailler, bon, ça fait pas toujours plaisir, c'est évident. Mais... Pas toujours vrai non plus. Bon, c'est pas toujours vrai, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu en même temps. Hein, donc, ça arrive. Ouais. Bon. On parlera de votre vie avec Johnny dans un instant, mais je voulais parler aussi de cette façon dont se créent ces couples absolument incroyables. Fanfan, Bachelet, tout le monde vous appelle Fanfan, votre prénom c'est Françoise. Oui, mais tout le monde m'appelle Fanfan. Je vous appelle Fanfan également, Oui. également. Oui. Vous avez croisé Pierre pour la première fois en 1974. Oui. Il venait de signer la bande originale d'un film. Pas exactement. C'était pas fait encore. C'était juste avant. C'était juste avant. La Donc, BO Pierre... du film Emmanuel. Oui. Wow. Mais quand j'ai connu Pierre, il était Pierre Bachelet. Sans la célébrité. Sans la célébrité. Oui. Comment vous avez réagi quand vous l'avez rencontré pour la première fois? Je suis tombée amoureuse de lui. Vous aviez quel âge? J'avais 16 ans. 16? J'avais 16 ans. Et lui? 30. Et quand je raconte dans mon livre, il était chez mes parents, je l'ai rencontré chez mes parents, parce qu'en réalité, il venait voir ma grande sœur. Avec qui il s'est marié? Avec laquelle il s'est marié quelques mois plus tard. Et avec qui il est resté marié pendant combien de temps? Une vingtaine d'années. Et pendant cette vingtaine d'années, vous étiez amoureuse de Pierre? Et pendant 20 ans, j'étais amoureuse de Pierre. Sans que votre sœur ne s'en doute? Sans que personne ne s'en doute. Sans que Pierre ne s'en doute? Mais Pierre, quelque part, était... on était chacun amoureux de l'un de l'autre. Vous êtes sûr de ça? Oui, parce qu'on en a parlé après. Ah bon? Mais lui, il n'aimait pas votre sœur? Si, il a certainement aimé ma sœur. Polygame, polygame. Non. Je pense qu'ils se sont gourés. C'était pas la bonne rencontre. Ils se sont gourés.
Vous avez pris des sacrés risques dans votre vie, vous nous direz où vous en êtes avec votre famille, avec votre sœur en particulier dans un instant. Parlons de Pierre Bachelet, en 30 ans de carrière, il a séduit évidemment un très large public. C'est un petit gars du Nord en fait, qui était né à Paris et qui a su toucher les Français avec des chansons très touchantes qui parlaient d'eux-mêmes et qui allaient droit au cœur de tous les Français. Au Nord, c'était les corons. Grand nom de la chanson française, Pierre Bachelet a enchaîné les succès pendant 30 ans avant d'être emporté par la maladie. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Homme discret, le chanteur a passé 11 ans de sa vie auprès de Fanfan, sa femme. Inséparable à la vie comme à la scène, jusqu'à la mort de Pierre en 2005. Et je lui dis... En hommage à l'homme de sa vie, Fanfan a publié un livre sur leur histoire intitulé « Pierre, mon amour ». Vers d'autres lieux, d'autres rivages. Mais elle passe et ne répond pas. Quelle histoire quand même, hein. Vous avez quelle relation avec votre sœur? Oh, je ne dis pas que c'est le grand soleil, hein, mais... Même pendant toute cette période de... pendant toute cette période, on ne s'est pas vus. J'étais fâchée avec elle. Depuis la disparition de Pierre, on se revoit... Non mais si je remonte même avant le fait que vous soyez mise en couple avec Pierre Bachelet... Ah mais je m'entendais très très bien avec ma sœur, j'avais aucun problème avec ma sœur et on s'entendait très très bien. Et vous avez une vie de famille, vous-même par ailleurs? Bien sûr, parce que bien sûr je suis tombée amoureuse de Pierre, mais c'était le mari de ma sœur, donc c'était... L'amour impossible. C'était l'amour impossible. Donc moi j'ai rencontré mon premier mari, j'ai fait des enfants, par amour tout ça. Mais c'était pas le grand amour. Voilà, donc vous aimiez quelqu'un alors que vous aimiez encore plus quelqu'un d'autre? Vous aimiez deux personnes oui, à la fois? sans vraiment me le dire. C'était très très enfoui tout ça. Mais par contre, on était très très proches tous les deux. Dès qu'on avait un souci, on s'appelait, on déjeunait ensemble. Oui, ça peut être de la complicité, ça peut être de l'amitié, ça. C'était une amitié, oui, c'était une amitié fraternelle. Mais il ne s'est jamais rien passé pendant 20 ans. Et pourquoi 20 ans après, poum? Tout le monde est en train de se dire, est-ce que j'ai une sœur? En préparant l'émission, hier, ma fiancée m'avait dit, ah ben moi j'ai qu'un frère. Je lui ai dit, ouais, moi j'ai 3 frères, attention quand même. Hein. Merde, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Un jour, tout bascule entre vous, 20 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'on s'est retrouvés dans le sud, toujours chez mes parents, et on s'est retrouvés comme d'habitude, tous les deux, après un repas, énième café, on discutait, et puis pourquoi ça a commencé? Personne ne le sait. Et il avait peur, très très peur, de se gourer. Ben oui, parce qu'en même temps, on savait chacun qu'il y avait quelque chose de très très profond. Vous avez essayé de le retenir à ce moment-là? Vous avez essayé de le repousser? J'ai essayé de le repousser parce que c'était interdit, parce que je ne pouvais pas faire ça quand même. Je me rendais bien compte de la situation. J'ai tout essayé pour tout casser entre Pierre et moi. J'ai été... Le lapin, je l'ai posé. Mais je veux dire, quand il y a l'amour, le vrai amour, ouais. ça rattrape, quoi. Pierre est mort maintenant il y a 2 ans des suites d'un cancer. Aujourd'hui, quelle relation vous avez avec votre famille? J'ai très très bonne avec mes parents. J'ai récupéré complètement mes parents. Ce livre a... Ils vous ont comprise? Oui. Ça a été, je pense, le plus beau des cadeaux. Le plus beau retour de ce livre, c'est que mes parents m'ont appelé en me disant... On donnera tous les coordonnées des livres de nos invités à la fin de cette émission. En disant qu'ils avaient compris. Voilà. Et votre sœur? Et ma sœur, je la vois. Vous parlez? Oui, bien sûr. Vivre avec une célébrité, c'est vivre des hauts, mais aussi des bas. Vous avez connu donc des moments durs dans votre vie sentimentale, on le comprend, notamment avec votre famille. Ça signifie composer avec des égos aussi qui ne sont pas toujours simples à gérer. Deuxième partie de notre émission, après la découverte de l'homme, le quotidien, c'est pas toujours facile. Comment se déroule le quotidien de star? On en parle maintenant avec Irina. Irina, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment a commencé votre vie avec Jacques Villeray? Comment vous l'avez rencontré? Alors on se connaissait parce que moi je pensais être comédienne à l'époque et puis j'ai disparu. Je pensais être comédienne, vous dites? Oui.
J'ai commencé une petite carrière et puis je me suis arrêtée parce que ma vie personnelle m'a retirée de ce groupe de jeunes comédiens en devenir. Et puis un soir, tout à fait par hasard, j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Maxime Le Forestier. Je me suis retrouvée dans cet endroit magique qui était le Sherwood, où tous les gens du conservatoire, tous les futurs comédiens se retrouvaient et vivaient la nuit. Et voilà, et ce soir-là, parce que tout d'un coup, à une période de la vie de chacun, il y a l'osmose qui se fait et on ne s'est plus jamais quitté. Avec un homme très sensible et également, je pense, très fragile. Très fragile. C'était un écorché vif qui avait appris à l'âge de 10 ans que son papa n'était pas son papa. Et au fur et à mesure que sa carrière grandissait, il se protégeait de la pression et s'assourdissait en prenant de l'alcool et de plus en plus d'alcool. Comment vous gériez l'influence de l'alcool sur sa vie perso et sur sa carrière également ? C'était pas facile parce que à partir du moment où Jacques refusait la maladie, il refusait d'admettre la maladie, c'était pas évident. Je veux dire, je n'étais pas capable de maîtriser. J'essayais de lui donner une vie stable et de l'aider à s'en sortir. Et le problème, c'est que au début, c'était festif. Et puis ensuite, il se sentait très... Le verre de trop, il y avait toutes ces angoisses qui remontaient. Et le lendemain, il était écroulé avec des crises d'angoisse. Et évidemment, c'est vrai que l'alcool a détruit notre histoire. L'alcool ou, oui, la maladie. Vous avez quitté Jacques en 98 ? Je n'ai jamais quitté Jacques. Je n'ai pas quitté Jacques. Jamais. C'est un faux bruit, ça. Je n'ai jamais quitté. Moi, j'ai toujours habité dans mon appartement. Simplement que moi, j'étais en train de mourir parce que de le voir se détruire et que j'avais mis toute ma volonté pour essayer de l'en sortir, enfin de l'aider à s'en sortir. Et il y a un jour où j'ai supprimé l'alcool de la maison. Donc, j'étais pas en train de me battre contre une femme. Non, vous battiez contre l'alcool, mais il me semblait que vous lui avez demandé de choisir entre l'alcool et vous. Non, pas du tout. J'ai supprimé l'alcool de la maison, donc il ne pouvait pas. Il était trop loin dans la maladie. Pour pouvoir s'en passer. Oui. C'est l'alcool qui vous a séparé, d'après vous, qui a fait que vous n'avez pas pu aller plus loin avec lui ? L'amour était intact, sinon ? Ah oui, oui. Extraordinaire. On a vécu une histoire très très forte, très, très fusionnelle, dans laquelle il m'a demandé de m'impliquer justement dans sa carrière. Moi, je suis née dans ce métier, donc j'avais déjà une petite expérience de ce métier. Et oui, c'est malheureusement la maladie. Sans appeler ça l'alcool, c'est la maladie. Cette maladie qui était niée. Il était dans le déni, donc il ne voulait pas se soigner et il ne voulait pas la reconnaître. Donc on ne peut rien faire. Stéphanie, vous êtes arrivée d'essayer de raisonner Richard ? Richard, vous avez des souvenirs comme cela ? Oui, souvent. Souvent, elle est là pour me raisonner ou pour elle n'est pas d'accord sur certaines choses. Donc, Je pense que nous, en tant qu'épouse, on a le recul qu'eux n'ont pas. Le problème, c'est que quand ma femme essaie de m'expliquer des choses, donc elle me rentre dedans pour m'expliquer quelque chose que ça ne va pas, et je me retourne et il y a des gens autour de moi qui sont là, qui m'admirent, qui m'aiment bien, tout ça. Alors je pose la question, ils sont toujours un peu dans mon sens. Et quand je me retourne vers ma femme, ça va pas. Et après, avec le force des choses, c'est moi qui comprends, que je m'aperçois qu'il y a un souci et que... Non, mais c'est... Qu'elle a raison ? Qu'elle a raison et que c'est grâce à... Bon, des fois aussi, j'ai raison. Donc... Oui, bien sûr. Stéphanie, vous avez suivi Richard un peu partout sur toutes les routes de France, abandonnant même vos études de coiffeuse. Vous étiez toute jeune à l'époque pour encourager ce grand champion, l'homme de votre vie. On va regarder ce reportage et puis je vais dire au revoir à Karine qui est chef d'entreprise et qui doit rejoindre son entreprise de sponsoring. Ces entreprises, ça ne marche pas tout seul. Merci. 1994, Richard Virenque a 25 ans et vient de courir son 3e Tour de France. C'est l'espoir du cyclisme français qui déchaîne l'enthousiasme du public. Stéphanie n'est encore que sa fiancée, mais déjà elle l'accompagne sur toutes ses courses et répond même à des interviews. Il a quand même réagi il avait gagné une étape dans le Tour, il avait le maillot à pois, il était dans les 5 premiers. Je sais que quand il est en course et qu'il souffre et qu'il est vraiment mal et puis qu'il y a du public comme ça qui se met à crier son nom et tout, ça lui donne la chair de poule et puis il repart. Si les gens crient tous les 500 mètres, il lance une attaque presque tous les 500 mètres. Et ça, je sais pas de quoi ça vient parce que lui il me dit qu'il aimerait bien être chanteur pour avoir tous les gens comme ça. Maintenant il y est arrivé en étant cycliste.
Pendant les grandes courses, Richard voyage avec son équipe et la famille a très peu accès à son champion. Mais il en faut plus pour décourager Stéphanie. Oui, on est en camping-car avec mes parents et des amis. C'est pas mal, à part le confort qui n'est pas comme à l'hôtel. Mais bon, on dort sur le parking de l'hôtel, ça me permet de voir Richard le soir et il vient me dire bonjour le matin, c'est assez sympa. Le petit bisou du matin correspond aussi à une mise au point sur la gestion quotidienne du foyer Virenque. Rendez-vous est donc pris à l'arrivée pour remonter le moral de Richard. Une image restera dans nos mémoires, le déchirement et les larmes du plus médiatique des coureurs français. Et puis vient l'affaire Festina et les soupçons de dopage sur le Tour de France. Richard est exclu de l'épreuve. Et je remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Là encore, en pleine tourmente antidopage, c'est Stéphanie qui répond aux interviews. Franchement, je vous applaudis. J'ai l'impression que pendant cette période, Richard s'est isolé, s'est éloigné de vous, avant de faire face avec un grand courage à un système qu'il avait emporté, et qui était plus fort que lui. J'en ai vraiment beaucoup d'émotions de penser à tout ça, Richard, parce que je vous apprécie énormément. Et j'ai beaucoup pensé à vous pendant tous ces moments-là. Je me suis dit, mais comment il va faire? Comment il a fait avec vous pour essayer à la fois de vous protéger et à la fois de faire en sorte que vous vous en sortiez tous les deux? Je pense que, je ne sais pas s'il a réussi à nous protéger, même à se protéger lui-même. Je crois qu'on a été un peu tous les deux dépassés par le revirement de situation, c'est-à-dire que la boue, du jour au lendemain, voilà, être un peu attaqué par les médias. Et moi, pas directement, mais c'est vrai que de le voir souffrir et lui qui avait donné toute sa vie, sa carrière, tous ses sacrifices pour son métier, et puis que d'un coup, on lui tape dessus, que c'est vrai que c'était pas vraiment trop mérité, mais... Le public ne vous a jamais lâché en même temps. Heureusement. Non, vous le sentiez ça dans la vie de tous les jours? Oui. Le public a toujours été là. Bon, c'était dans les années 98. Ça a duré, je dirais, le séisme Festina pour moi, en tout cas pour nous, a duré 4 ans. 4 ans quand même? Oui, j'ai été traîné jusqu'au procès Festina en 2000, fin 2000, donc 3 semaines de procès. Et pour à la fin sortir de là, je dirais, carrément déboussolé avec notre couple qui tenait plus qu'à grand-chose. C'était à l'époque, on vivait à Genève. Donc, et là, on a pris la décision de repartir quasiment à zéro. Parce que notre couple était, je dirais, littéralement... on était encore ensemble, mais on vivait l'un à côté de l'autre, quoi. Et à Pendant combien de temps ça a duré, cette période, justement, l'un à côté de l'autre? Une année, une année, à peu près. Est-ce que vous compreniez tout ça, vous, Stéphanie? Qu'est-ce que vous pouviez jouer comme rôle auprès de Richard? Le seul rôle que je pouvais jouer, c'était de me détacher un peu de l'histoire et de m'occuper de lui, de son moral, et de l'aider à remonter. Mais le problème, c'est qu'il était fermé à tout. Donc, je ne sais pas, petit à petit, peut-être à force de persévérance, il a réussi à reprendre le dessus. Et c'est à ce moment-là aussi, on a une fille qui s'appelle Clara, qui était toute petite. Et il y a eu ça qui était entre nous deux, et je crois que c'est ça aussi qui m'a fait revenir. Après, c'est à un moment donné, j'étais plus professionnel, j'étais plus rien, quoi. J'avais ma famille, j'avais ma femme et ma petite fille. Et donc, je suis revenu petit à petit vers elle, parce que de l'autre côté, la vie professionnelle s'était arrêtée, c'est-à-dire du cours cycliste adulé. Je dirais que toutes les équipes voulaient, parce que j'étais un leader d'une équipe, j'étais devenu, je dirais, plus rien. Et donc, je me suis retrouvé avec ma femme et on a décidé de retourner dans le sud de la France pour se retrouver. Et ensuite, là, je me suis dit, je vais me reconstruire. Et donc, j'ai réussi à revenir et de quelle façon, hein, parce que les résultats ont suivi? Oui, donc, ma femme a été toujours là. Mais comme elle dit, elle était avec les enfants. Après, on a eu un petit garçon qui s'appelle Dario en 2000.
Et après, on a repris le train-train de la vie. Et bien sûr, le métier d'un coureur cycliste, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, elle était toujours à mes côtés. Et non, mais c'est pédaler, c'est comme dans la vie. Hein. Si on arrête de pédaler, on tombe. Voilà, on tombe. Et dans le vélo, je dirais du moment que vous ne faites pas les sacrifices, c'est-à-dire que vous ne mangez pas ce qu'il faut, que vous sortez à la place de s'entraîner. Dormir. Voilà, il n'y a personne qui va nous pousser derrière quand on va monter un col. Je vous ai parlé hier pour préparer cette émission, vous étiez un peu inquiet, tout ça, ce que je peux comprendre très bien d'ailleurs, et j'ai voulu vous rassurer, j'espère que vous l'êtes aujourd'hui. Oui. Et vous m'avez dit que vous vouliez aussi rendre hommage à votre femme. Oui, mais tout simplement, je crois que si j'ai réussi ma seconde partie de carrière, c'est parce qu'elle a été vraiment derrière moi que j'ai pu vraiment rebondir. Sinon, je crois qu'il y aurait eu l'affaire Festina, je me serais écrasé derrière et j'aurais fini, je dirais, je ne sais pas comment, mais pas bien, je pense. Donc, je crois que ma femme a eu... elle voit les choses assez claires et assez détachée pour aussi pas m'aduler, mais elle est loin de tout ça. Donc, à chaque fois, me remettre les choses en réalité. Donc, c'était un plus important qu'une émission qui est tournée par rapport à ce qu'elle m'a apporté, parce que souvent, elle est dans l'ombre et moi, je suis dans la lumière et on la voit jamais. Donc, cette émission m'a fait plaisir de faire ça. Ça vous fait plaisir ? Maintenant, je le sais que c'est vrai que je me suis sentie utile pendant l'affaire Festina plus que les années d'avant. C'est-à-dire avant, j'étais là, je donnais ce que je pouvais, mais j'ai l'impression que même tout seul, il s'en serait très bien sorti parce que c'est pas moi qui allais m'entraîner. Il a de toute manière un mental de champion et un caractère et une force de caractère. Ça donne un rôle à chacun, c'est ça ? Et voilà, ouais. J'ai eu un rôle, je me suis sentie utile pour l'aider parce que j'avais le recul que lui, il n'arrivait plus du tout à avoir. Et j'avais l'impression de lui apporter un peu d'oxygène. Et le fait après de le voir rebondir et réussir, C'était grandiose. Hein. Ma première victoire après l'affaire Festina, c'était déjà la classique Paris-Tour que j'ai gagnée juste après ma suspension. C'est-à-dire j'arrive à gagner une Coupe du Monde, l'épreuve la plus plate au monde. Alors vous qui êtes Moi qui suis un grimpeur. Donc là, j'arrive ma première course en France et je gagne cette classique. Et là, je peux vous dire que je suis rentré à la maison, c'était grandiose de bonheur. Et ensuite, l'année après, je rentre dans le premier tour, après tout ça, et je gagne en haut du Mont Ventoux. Et ma femme était sur le bord de la route, c'est-à-dire que quand le matin avant de partir, je l'appelle et je dis « T'es où ?» Elle me dit « Je suis dans le Mont Ventoux, je serai à tel endroit, tout ça. » Et moi, j'avais qu'une idée en tête, c'est d'arriver et de gagner ce jour-là, parce que je savais qu'elle était là ce jour-là, je savais qu'il y avait mes enfants, tout ça. Et le truc le plus fort, c'est que quand vous passez dans le Tour de France, et ce jour-là, il y avait, je sais pas, des millions de personnes dans le Mont Ventoux, et j'étais là, j'ai pédalé. Et quand je suis arrivé au moment, j'étais échappé, parce que je m'étais échappé un peu avant, et je passe, et il fallait à tout prix, c'était un challenge pour nous, pour montrer, mais aussi, quelque part, c'est immense. Après, quand vous montez sur le podium, vous êtes avec vos enfants. Mais vous l'avez vu, votre femme, quand vous êtes passé sur le Mont Ventoux ? Ah oui, je l'ai vu. Et... Vous avez vu qui vous a vu ? Oui. Il passe vite quand même, si ça monte. Monter, ça, oui. Ouais, quand même. Elle avait mon fils dans les bras. Et avec un petit maillot à pois, non ? Oui, sûrement. Et en fait, c'est... Vous avez apporté un maillot à pois aujourd'hui ? J'ai porté un maillot. Merci, je remercie. C'est pour mon fils aussi. Donc, et ensuite, à l'arrivée, je peux vous dire que quand on se revoit, après, c'est comme un film qui passe en arrière, et vous voyez toutes ces images de... Tout ce qui vous est passé, tout ce qui vous est arrivé avant. Toutes les choses difficiles qui nous est arrivé, et après, arriver comme ça, c'est incroyable. Moi, je suivais pas trop le vélo. Sa carrière, je la suivais, mais... un peu de loin, j'étais pas très... Mais c'est vrai qu'après tout ce qu'on a traversé, la moindre victoire, c'était une revanche, quoi. À quoi ça tient l'épanouissement personnel d'un couple quand l'un est connu, quand l'autre l'est moins, ou en tout cas vit dans son ombre? Là, on en a un bel exemple. On en aura d'autres juste après cette petite coupure, un message de la rédaction. On se retrouvera juste après sur ce plateau. Vous êtes retombé amoureux ou amoureuse de votre ex après plusieurs années de rupture. Vous êtes sur le point de vous remarier avec votre ex-mari ou votre ex-femme. Vous avez donné une seconde chance à votre ex, mais ça ne marche plus entre vous. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, Toute une histoire recevra des enfants dont les parents souffrent de handicap. Âgée de 8 ans seulement, Lolita passe beaucoup de temps à aider sa maman pour les gestes de la vie quotidienne. Regarde, tu peux m'attraper le paquet là-haut? Celui-là? Au-dessus, monte.
Tu fais attention parce que ça ne tombe pas dessus non plus. Je l'élève avec l'amour. Bon, c'est vrai que des fois, je pense que je lui demande peut-être un petit peu trop. Des fois, je me dis. Noémie a grandi avec des parents sourds et muets. À 22 ans, c'est elle qui les aide à communiquer avec le monde des entendants. Oui, bonjour. Je vous téléphone de la part de ma mère pour une location d'appartement pour cet été. C'est quelque chose d'assez dur quand même. Parce qu'on est au courant de tout ce qui se passe quand même chez ses parents. Comme ils restent sur leur compte en banque, quel crédit ils ont fait. À un moment donné, on gère la vie de ses parents. Un très grand merci à toi, ma fille. Je sais très bien que je peux pas dire plus. Ces quotidiens difficiles, ces moments difficiles, vous les avez vécus à quel moment avec Johnny? À partir du moment où il avait une autre femme? Oui, ça a entraîné après la dégringolade de tout le reste. Puisqu'il y a une autre femme, et puis un divorce, et puis on n'est jamais très heureux lorsqu'il y a un échec. Hein, donc, Il y a un moment où vous avez pris quand même une petite rouste. C'est quand vous avez appris que Johnny avait rencontré une autre femme. Et quelle femme? Puisqu'il s'agissait de Nathalie Baye. Exactement. Mais c'était une méga claque, oui. Ça a été vraiment très, très dur à supporter, surtout quand on est amoureuse de quelqu'un et où on se dit on va fermer le chapitre. Mais comment voulez-vous fermer le chapitre avec une personne aussi médiatique que Johnny? La radio, il est là, la télé, il est là, les journaux, ils sont là, donc il faut faire quoi? Il faut. C'était pas la petite histoire, c'était pas la petite starlette, ça a été une grande histoire, ça a été une fille. Laura, donc, ça a été... ça a été beaucoup de choses après, mais je veux dire... Sur le coup, vous avez mis du temps à vous en remettre? Moi, j'ai mis du temps à m'en remettre. Il a fallu que je quitte la France pendant un petit moment, parce que c'était un peu insupportable. Oui. Vous avez connu l'amour ensuite? Oui. Je vous félicite. Et j'ai eu un petit garçon. Enfin, un petit garçon qui a 18 ans. Donc je vous félicite également. Et quand vous voyez Johnny aussi heureux aujourd'hui avec Laetitia, vous êtes heureux pour eux deux? Écoutez, oui. J'aurais rien à rajouter là-dessus. Je pense que, en tous les cas, ce qu'il donne à la presse, ça a l'air d'aller bien. Donc je pense que tout va bien. Aujourd'hui, vous êtes une femme qui avait choisi de faire du commerce équitable, de faire ce nouveau métier. L'histoire que vous avez connue avec Johnny, vous diriez qu'elle vous a servi? Non. Qu'elle vous a desservi? Elle m'a rien apporté du tout. De ce point de vue-là, en tout cas? De tous les points de vue. Je vois pas en quoi elle m'aurait servi. Personnellement, 2 ans avec quelqu'un qu'on aime, c'est déjà pas mal. Je veux dire personnellement dans ces cas-là. Personnellement, oui, j'ai vécu de très bons moments, je les oublierai jamais. Mais dire que la médiatisation, non, elle m'a absolument rien apporté. Je travaille comme les autres, j'ai une vie comme les autres. Et, Ni apporté, ni plus, ni amusé? Non. Rien du tout. Mais peut-être qu'aussi, c'était notre époque. Hein. Il y a 20 ans, on se serait servi différemment de moi. C'était quand même, aujourd'hui, on intéresse, je veux dire, les médias parce que vous êtes la femme d'eux ou parce que vous êtes... les femmes sont devenues de plus en plus, je veux dire, intéressantes pour les médias. Parce que l'homme en tant que... Bon, si c'est l'homme, je veux dire, qui est la personne médiatisée, elle aura tout dit. Mais il y aura encore des choses qu'on ne saura pas. Et je pense que la femme peut apporter encore un petit peu de l'eau au moulin. Plus qu'avant? Oui, plus qu'avant. En ce moment, en Grande-Bretagne, il y a 10 femmes de footballeurs anglais qui sont les héroïnes d'une émission de télé-réalité, là aussi. Elles jouent à la marchande, en fait, donc elles sont dans un vrai magasin. Elles sont par 2 équipes, et l'équipe qui va faire le plus de chiffre d'affaires rapportera de l'argent à une association caritative. Et on les a choisies uniquement parce qu'elles sont femmes de footballeurs. Donc c'est vrai qu'on médiatise tout ça. Il y a qu'à voir nos politiques aussi aujourd'hui. Je veux dire, on s'intéresse plus aux femmes que... Leur mari? Leur mari, parce que leur mari, bon, on c'est connaît un pour peu... eux, en tout cas. Gilles, vous avez rencontré Marc Serron il y a presque 20 ans, maintenant 17 ans. Vous êtes marié depuis 14 ans. 14 années passées, dites-vous, un peu à l'ombre de votre mari. On regarde ce reportage. On connaît tous cette musique sans pour autant pouvoir mettre un nom ou un visage sur son compositeur. Pionnier du disco, Marc Serron a composé ces tubes sur lesquels nous avons tous dansé, comme Love in C minor, Supernature ou Give Me Love. Avec plus de 30 millions d'albums vendus, Serron est reconnu mondialement et rassemble jusqu'à 800 000 personnes lors de ses concerts événements à New York ou Tokyo. Dans la vie, Marc Serron est marié à Gilles depuis 17 ans. Par amour, Gilles a tout lâché pour suivre celui qu'elle aime.
Il y a l'amour à la base. L'amour-passion est toujours là, oui. Oui, vraiment. C'est vraiment un grand amour, oui, non, je le dis. J'ai divorcé pour lui et merci la vie, quoi. Merci. Quand ils se rencontrent, Gilles est mannequin. Puis progressivement, elle se consacre entièrement à la carrière de Marc. C'est quelqu'un qui travaille énormément et qui est extrêmement reconnu par son talent. Marc, on ne le change pas. On se met à sa façon de vivre. Moi, elle me convient, donc tout va bien. Aujourd'hui, le boulot de Gilles, c'est de gérer la vie de famille. Un vrai travail utile, mais qui n'est pas toujours facile à vivre, sauf si l'on accepte que dans un couple, il ne peut y avoir qu'une star. C'est lui qui décide. Lui, il veut. Moi, je lui donne... Bon, moi, je lui dis, écoute, moi, je pense que ce serait bien comme ça. Mais c'est lui qui décide, toujours. Quand il a besoin, j'essaye de savoir faire ce qu'il demande. Sans l'amour, c'est même pas possible. C'est une vie de dingue. C'est une vie de fou. C'est pas facile d'avoir un foyer, d'avoir quelque chose qui vous tient au sol, oui. Je pense pas que ça soit facile déjà de vivre avec un mec comme moi. Pas parce que si on est trop effacé, on est écrasé et puis on est que la femme de. Je pense pas que ce soit la femme de. Je pense que je le vois par rapport à tous les gens que l'on peut connaître, croiser dans le monde entier. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'ils l'abordent comme un pot de fleurs, quoi. J'ai ma place, je me sens très bien comme ça et je veux surtout pas rivaliser. De toute façon, pour être avec Marc, avec autant de charisme, autant de personnalité, avec autant de génie, on est obligé d'avoir, même son équipe, d'être un petit peu en retrait. Je sais pas comment elle aurait fait pour vivre avec un autre mec. Mais j'aurais pas fait, la preuve. Mais même un avocat avec une belle réussite, aussi, comme ça, sans prétention, hein. Non, mais comment elle aurait fait, parce que c'est... Non, moi, je suis une femme d'artiste. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger. À fond, ouais, à fond. Qu'est-ce que c'est une femme d'artiste? Il faut déjà aimer ce qu'il fait. Et il faut aimer... la vie qui va avec. Ouais, l'admirer. Et la vie qui va avec, oui. C'est-à-dire le spectacle. Ah oui, toujours. Et être avec lui constamment. Contrairement à beaucoup de nos invités, vous n'avez pas l'impression véritablement d'exister à part entière, en tout cas par vous-même. Vous vivez dans l'ombre de Marc? Non, je vis pas. Oui, un petit peu dans l'ombre. Non, mais, oui, alors oui ou non? C'est-à-dire, c'est un homme avec beaucoup de talent et qui crée la nuit, qui crée le jour. Donc il faut faire en fonction de son planning. Je ne sais pas si c'est vivre dans l'ombre, mais c'est vivre à côté de lui, mais pas devant lui. Qu'est-ce qui fait qu'on s'épanouit quand même personnellement quand on vit dans l'ombre d'une star? Je pense qu'il faut rentrer dans son équipe et essayer de trouver sa place. Parce qu'ils ne sont pas seuls, ils ont beaucoup de gens autour d'eux. Et dès l'instant qu'on arrive à trouver une petite place, on arrive à s'épanouir. Vous avez cette impression, Stéphanie, aussi? Oui, je crois qu'il faut être épanoui pour après accepter de les soutenir et puis de voir un peu beaucoup la vie autour d'eux quand même. Et il aurait bien vécu le fait que vous ayez une carrière d'artiste, vous aussi, de votre côté, vous pensez? C'est-à-dire, quand je l'ai connu, j'étais en fin de carrière. Mannequin, donc j'ai travaillé à New York. Et il m'a dit d'arrêter un petit peu, quoi. C'est-à-dire, il voulait plus que je sois avec lui, près de lui. Et nous sommes tout de suite partis aux États-Unis vivre. Et vous savez, quand vous changez tous les 3-4 ans de pays, parce que nous, on change de pays carrément, c'est dur d'avoir une vie professionnelle bien concrète. Il faut faire ou être peintre ou être sculpteur, mais éviter d'avoir un travail... Vous ne pouvez pas avoir une vie de bureau, une boutique, une vie stable en tout cas. Là, on doit partir. On doit partir. Là, ce que je fais, je vais aller vivre à New York, puisqu'il va faire un concert à New York l'année prochaine. Donc je m'en vais. Quand il fait un concert, lui, ça prend des mois et des mois, parce que c'est tellement énorme. C'est énorme. Mais quand vous voyez des femmes se arriver vers lui, etc., vous avez été jalouse pendant le Tour de France, parce que la caravane du Tour, c'est tellement une légende, etc. Vous n'avez été jamais jalouse, hein? Non, ça c'est un couple... Non, mais je pense qu'on n'est pas jalouse à force. Non. À force, bon, il a toujours eu des femmes dénudées sur ses pochettes, mais c'est pas pour ça qu'il est opposé. Que pensez-vous de ce que dit ce proverbe, que derrière chaque grand homme, il y a une femme? Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord. Oui.
On leur apporte, je pense, un équilibre nécessaire. Oui, on leur donne la force. D'après ce que j'ai glissé, oui. C'est quoi, Babette? Tout à fait. Je pense que les hommes seuls ne peuvent pas réussir. Il faut toujours une femme derrière. Est-ce que vous osez parler au nom de votre femme, qui est partie rejoindre son boulot? C'est compliqué. C'est compliqué, surtout avec sa personnalité. C'est compliqué, mais je posais la question, je me disais, est-ce qu'un gars comme Napoléon, je sais pas. Sans Joséphine? Sans Joséphine. Sans Joséphine, ça aurait été dur. Hein. Il était tellement accroché à elle. Ah, il aurait sans doute fait de grandes choses, mais il était tellement accroché. Une histoire de cul. Ah, certainement. C'est elle qui lui a tout appris en plus. Vous retrouvez tous les livres de mes invités, Cœur de grimpeur de Richard, Pierre mon amour de Fanfan, Un jour tout ira bien d'Irina ici présente, et puis toute l'anthologie de Céron, les dates de concert de Céron également sur le site de l'émission. Yves sera en août prochain à l'affiche du nouveau film de Michel Boujna. Qui s'appelle Trois amis, avec Kad Merad, que je salue, et avec Mathilde Seigné, que je salue, et avec Pascal Elbé, que je ne connais pas. Nos invités nous ont donc ouvert grand leur cœur aujourd'hui pour vous faire découvrir sans doute très sympa, sans doute des facettes inconnues de la vie d'artiste. Peut-être qu'on comprendra un peu mieux désormais que la vie de star, c'est un peu comme la vie tout court, c'est jamais, comme disait Maupassant, ni aussi bon, ni aussi mauvais qu'on croit. Merci d'avoir été avec nous, bon après-midi.